d'autres, avec parfois des régions très touchées, d'autres moins, des stratégies de confinement qui ont aussi été un peu à géométrie variable, mais finalement, on retrouve un peu le même profil, mais surtout avec une deuxième partie de la distribution qui est très différente de celle de la Chine. Mais bon, OK, le point d'inflexion est intervenu comme on s'y attendait, et voilà, maintenant, on est heureusement, hein, vraiment heureusement, dans cette phase où il n'y a plus beaucoup de nouveaux cas. Peut-être au slide suivant, c'est aussi intéressant de voir ce qui se passe aux États-Unis, hein, où on voit que ben, là, on a presque simplement un plateau, et vous voyez que les États-Unis, avec 40 jours ouvrables de délai sur la Chine, mais est loin d'en avoir terminé. Donc, on a comme ça différentes phases dans l'épidémie elle-même, et je dirais que c'est dans les pays qui sont ici, on voit quand même que les États-Unis ont encore pas mal de retard sur les pays européens. Ça, c'est l'état de la situation. C'est très important. Ce n'est pas pour jouer aux virologues ici que je commence par ça, mais c'est simplement parce que c'est l'hypothèse de départ de tout scénario économique de prévision. C'est d'abord de prendre une hypothèse sur quel est le développement de la pandémie elle-même, puisque c'est elle qui nous guide. C'est elle qui guide le confinement, le déconfinement, la peur des gens, la peur des entreprises. Tout est lié à ça. Donc, on ne peut pas commencer une présentation sur les perspectives économiques sans commencer par l'hypothèse de base. Et notre hypothèse aujourd'hui, qui a toujours été l'hypothèse depuis le début, c'est que, d'une manière ou d'une autre, la distribution suit ce qui se passe en Chine. Vous le voyez avec quelques différences, mais elle le suit. Et donc, effectivement, considérer qu'il n'y a pas, qu'il n'y aura pas de deuxième vague importante. C'est une hypothèse. Peut-être qu'on se trompe, encore une fois, on n'est pas médecin là-dessus, mais il faut prendre une hypothèse à ce niveau-là. Alors, ceci étant, donc on a placé le cadre, on pense que, enfin on considère, c'est pas qu'on pense, on considère comme hypothèse qu'il n'y aura pas de deuxième vague, que petit à petit on va se rapprocher de ce qu'on voit en Chine, c'est-à-dire très peu de nouveaux cas chaque jour. Cette hypothèse, pour le moment, n'est pas remise en cause, c'est très bien comme ça. Alors maintenant, comment est-ce qu'on avance sur le plan économique? Premier élément, évidemment, le confinement a fait de gros dégâts, est en train de faire de gros dégâts dans les économies. C'est un élément très important pour répondre à la question de ce séminaire. Alors, on peut voir plein d'aspects différents, hein. Il y a plein d'indicateurs. Tous les indicateurs montrent à quel point ce choc est énorme. Je vous en ai sélectionné quelques-uns. Ici, vous avez l'évolution du commerce mondial, mesuré par le CPB, le Central Plan Bureau aux Pays-Bas, qui a un indicateur d'évolution du commerce international. Et vous voyez qu'effectivement, on voit dans les dernières statistiques qui datent de mars, hein, on voit quand même qu'il y a déjà un très net repli de presque 5 points du commerce international, lié évidemment aux mesures de confinement un peu partout et à leurs conséquences. La courbe grise est la même que la courbe orange, mais un peu lissée. Et très clairement, on voit un repli. Ce qui est aussi intéressant de voir sur ce graphique, c'est que par ailleurs, ce n'est pas que le commerce mondial était en plein boom. Vous le voyez très clairement qu'il stagnait depuis 2018. Donc, le protectionnisme ambiant, le ralentissement économique sont des éléments qui ont freiné le commerce mondial. Et ici, on a un peu... Alors, est-ce qu'il faut parler du coup de grâce? Je ne sais pas. Mais on a en tout cas un coût supplémentaire très important sur le commerce mondial. Alors, évidemment, derrière le commerce mondial, on peut passer au slide suivant, il y a évidemment de l'activité. Alors ici, je vous ai pris un indicateur, parce que bon, il faut essayer toujours de trouver des indicateurs un peu originaux, donc je vous en ai trouvé un. Ce sont les statistiques de passage au péage du Lifkenhoeks tunnel à Anvers. Donc c'est un des tunnels du ring d'Anvers où il y a un péage et il y a des statistiques de véhicules qui passent ce péage. Et donc, très clairement, sur les véhicules, grosso modo, les camions, on était quand même sur une diminution en avril de 26% par rapport à avril 2019. Sur le trafic de voitures, on était à moins 64% en avril par rapport à avril 2019. Donc, très clairement, chute drastique de l'activité.
Mais ça, vous avez eu un séminaire là-dessus par rapport aux indicateurs de la Banque nationale. C'est pour ça que je ne voulais pas revenir sur ceux-là aujourd'hui. Mais très clairement, une chute drastique de l'activité. On va voir dans quelques minutes ce qui s'est passé en mai, puisque mai marque le début du déconfinement. Mais il faut bien comprendre que cette chute d'activité, elle fait extrêmement mal à l'économie, et mal dans le sens, ce n'est pas que l'économie est en attente et puis après tout redevient comme avant, une fois qu'on peut déconfiner. Mal, c'est aussi dans le sens, le déconfinement ne peut être que très progressif, mais ça veut dire aussi que les ménages et les entreprises modifient leur comportement de consommation et d'investissement. Et ça, c'est évidemment un élément tout à fait clé de la reprise dont on va parler par la suite. Oui. Alors, la reprise, parlons-en. Qu'est-ce qu'on a comme données pour le mois de mai quelles sont les premières données de post-confinement, je vais dire, toujours sur l'hypothèse qu'il n'y a pas de deuxième vague et que, effectivement, on peut poursuivre ce processus de déconfinement. Bon. Première chose, il faut évidemment regarder la Chine, puisque la Chine est en avance, je vous l'ai montré, dans la pandémie et donc dans la reprise économique. Vous voyez, quand on regarde des indicateurs, par exemple des indicateurs PMI, donc les fameux indicateurs de Purchase Manager Indicator mesurés par Markit, évidemment, là, on a une chute en février, puisque le confinement a surtout eu lieu en janvier-février en Chine. Et puis en mars, on a commencé à avoir un début d'ouverture, et puis surtout en avril. Et donc, vous voyez que différents indicateurs PMI sont revenus en Chine à leur niveau quasi d'avant-crise. Et ça donne effectivement l'impression qu'on pourrait avoir une reprise en V. Vous le voyez très clairement. Ceci n'est qu'une illusion. Parce qu'en fait, ces indicateurs montrent simplement l'amélioration. Donc, évidemment, quand tout le monde est pessimiste et que le mois suivant, tout le monde dit oui, effectivement, ça va mieux que le mois dernier parce qu'on déconfine, forcément, l'indicateur va être formidablement élevé. Mais oui, aller mieux par rapport à une situation dramatique, il y a toute une gradation. Ça peut aller vraiment mieux, ou bien ça peut juste aller un peu mieux, mais nous laisser un trou d'activité énorme. Donc en fait, ces indicateurs ne montrent pas réellement dans quelle mesure l'activité peut reprendre. Et d'ailleurs, sur ce graphique-ci, le slide numéro 8, vous voyez que quand on regarde les ventes au détail en Chine toujours, en glissement annuel, vous voyez que les dernières données, contrairement aux indicateurs PMI, qui eux sont plutôt revenus à leur valeur d'avant-crise, les indicateurs, les hard data comme on les appelle, celles qui mesurent véritablement le volume d'activité et non pas l'optimisme, vous voyez qu'elles sont loin, c'est la courbe orange ici, elles sont loin de revenir à leur niveau d'avant-crise. Donc on a plutôt un phénomène progressif qui se met en place. Oui. Alors, on peut avancer, oui. Petit problème technique. Voilà, oui, voilà. Voilà. Alors, si on regarde maintenant les indices PMI pour les pays européens, là, c'est encore plus simple. On a eu une chute en mars et en avril que vous voyez ici. On a une reprise au mois de mai, grâce probablement aux premières mesures de déconfinement qui redonnent un peu d'optimisme à la plupart ou à une partie des entrepreneurs. Mais là, pour le coup, vous voyez qu'on est loin de revenir au niveau d'avant-crise. Mais encore une fois, même si en juin, on devait revenir au niveau d'avant-crise, ça ne voudrait, dans ces indicateurs-là, ça ne voudrait pas dire qu'en termes de volume d'activité, on revient au niveau d'avant-crise. Oui. D'ailleurs, on le voit dans un indicateur qui est moins sensible à ce retour de l'optimisme. Mais on voit, par exemple, dans les indicateurs IFO qui ont été publiés hier, donc c'est le moral des entrepreneurs allemands, eh bien, on voit encore une fois qu'en mai, la situation s'est améliorée. Mais vous le voyez sur ce graphique, en mai, ça va mieux qu'en avril, qui était le record, le niveau le plus bas jamais atteint par l'indicateur, mais on est toujours aujourd'hui
qu'au niveau qu'on avait atteint durant la crise financière. Donc, ça veut dire que ça reste quand même une situation très problématique, hein, et qui montre bien que ce n'est pas parce qu'il y a une perspective de déconfinement que tout à coup, tout va super bien. Oui. Alors, au niveau des consommateurs, c'est un peu le même raisonnement. Quand on regarde les enquêtes auprès des consommateurs en Belgique, on voit qu'évidemment que le moral, c'est la courbe orange, a été durement affecté. Maintenant, en mai, ça va mieux. On est encore très loin du compte. Mais par contre, vous voyez aussi que la composante épargne, elle a plutôt eu tendance à augmenter durant les mois de confinement. Alors évidemment, il y a une partie épargne forcée, liée au fait qu'on ne savait pas consommer. Mais je pense qu'il y a plus que ça. Il y a aussi probablement le fait que les consommateurs sont inquiets par rapport au futur. Et cette inquiétude, de manière tout à fait traditionnelle en Belgique, génère un taux d'épargne plus élevé. On l'a très bien vu dans la crise financière et probablement que c'est le phénomène qu'on observe maintenant également. Oui. Un petit mot sur les États-Unis. Je vous ai dit, les États-Unis sont quelque part le pays qui est le plus, ou en tout cas dans les grandes économies, le pays qui est le plus en retard dans l'évolution de la pandémie elle-même, avec une gestion de la crise qui est assez différente, avec un filet de sécurité sociale qui est évidemment très faible, et dès lors, avec une situation qui se traduit très vite par des pertes d'emploi, puisqu'il n'y a pas de chômage temporaire aux États-Unis. Et donc, vous le voyez, quand on regarde le volume total d'emplois aux États-Unis, eh bien, on a perdu plus de 30 millions, ou près de 30 millions d'emplois depuis le début de la crise. Donc, en quelques semaines, on est en fait revenu en termes d'emploi, et ici, vous n'avez que le chiffre d'avril, donc vous n'avez pas le comptage des 2 dernières semaines, on est revenu à un niveau d'emploi qui est similaire au niveau le plus bas durant la crise financière. Alors évidemment, on peut imaginer qu'une fois que le confinement prendra fin, beaucoup d'emplois vont être recréés. Et la question est de nouveau la même. Est-ce qu'on pense que le nombre d'emplois qui vont être recréés au moment du déconfinement va être le même que le nombre d'emplois qui ont été perdus durant la crise? Ça, c'est évidemment une réponse très importante pour les perspectives économiques, et alors, ce qui nous permettra de répondre à notre question et à revenir sur la zone euro. Mais avant ça, je pense que c'était aussi important de signaler par rapport aux États-Unis, ce que vous voyez ici sur le graphique, c'est que on a quand même eu au tout début de la crise, donc en mars, un stress supplémentaire, je vais dire, en plus de la pandémie et des mesures qui devaient être prises pour la stopper ou pour la freiner. On a eu un stress au niveau des marchés financiers américains, où le marché monétaire a eu un gros coup de stress. Je ne vais pas rentrer dans les techniques ici parce que ce n'est pas l'objectif de ce séminaire-ci. Gardez simplement à l'esprit qu'aux États-Unis, l'économie se finance principalement via les marchés financiers. Donc, vous avez un marché monétaire où des acteurs financiers, des entreprises émettent du papier commercial, donc je vais dire de la dette à court terme, qui est avec comme collatéral des créances. Hein. Donc, elles escomptent, si vous voulez, des créances sur le marché monétaire pour obtenir des liquidités. Et évidemment, avec la crise, il y a eu un gros stress que plus personne ne voulait acheter ce genre de papier, ce qui a posé un problème à de nombreuses entreprises qui avaient besoin de liquidités. Et je parle d'entreprises de l'économie réelle, d'entreprises de la sphère financière, de fonds de pension, de fonds d'investissement, etc. Et donc tout ça a créé un stress qui s'est marqué par une rupture avec des taux d'intérêt sur le marché monétaire qui étaient beaucoup plus élevés que ceux voulus par la Banque centrale, qui normalement est censée essayer de contrôler les taux sur le marché monétaire par son taux directeur. Donc le taux directeur, vous l'avez ici en bleu. Le taux du marché monétaire, d'un des pans du marché monétaire, vous l'avez en orange. Normalement, l'un doit coller à l'autre, et vous voyez qu'au début de la crise, il y a eu, c'est parti en vrille. Heureusement, la Banque centrale américaine a réussi à stabiliser la situation par je vais dire,
par des injections de liquidités massives dans l'économie. Donc, en gros, elle a dit, écoutez, quand une entreprise veut émettre du papier commercial pour obtenir des liquidités, si elle ne trouve pas preneur, il n'y a pas de problème parce que moi, je vais acheter tout ce qui passe dans le marché. Ça, c'est un peu la mesure qui a été prise par la Banque centrale américaine. Et en achetant tout ce qui passait dans le marché, effectivement, elle a réussi à ramener le taux du marché monétaire proche du taux qu'elle voulait. Donc, pour le moment, elle a réussi à éviter que ce stress sur le marché monétaire américain ne devienne une nouvelle crise financière, qui aurait été une crise financière d'une toute autre nature que la crise de 2008-2009, qui aurait été plutôt la crise du financement de l'économie américaine, et pas du financement de l'économie de la zone euro, qui était en 2008-2009 en raison de la crise bancaire. Donc pour le moment, heureusement, ce stress, on a une détente au niveau de ce stress. Et ça, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. OK? Alors, ça donne quoi, ça? Je ne vais pas trop m'étendre parce que ce n'est pas le sujet principal de ce séminaire. Donc, je ne vais pas trop m'étendre sur le détail des perspectives économiques. Je voudrais simplement vous retenir une chose, nos perspectives. Nos perspectives économiques, elles sont marquées par deux éléments. Un gouffre en termes d'activité. Vous le voyez ici, si je place l'activité économique au niveau 100 au dernier trimestre de 2019, j'ai une perte d'activité au deuxième trimestre de 2020 de l'ordre de 13 à 14% aux États-Unis et de 15 à 16% en zone euro. Ça, c'est la perte d'activité liée, évidemment, principalement aux mesures de confinement et au déconfinement progressif. Premier élément, c'est un gouffre inouï. Deuxième élément, la phase de reprise, vous le voyez ici, la phase de reprise, nous craignons, pensons qu'elle sera lente. Alors bien sûr, on a d'abord un V. Hein, évidemment, l'activité ne va pas rester à l'indice 84 ou 85. Elle va, on l'espère, au troisième trimestre, remonter. Mais remonter à quoi? À 95? À 98? À 99? Non. Au troisième trimestre, nous pensons qu'elle ne va revenir qu'à l'indice, vous le voyez, 91, 92, 93. En fin d'année, on serait aux alentours de l'indice 94, donc toujours 5 à 6% inférieur au niveau d'activité de fin 2019. Parce qu'il y a des secteurs qui ne peuvent que reprendre lentement. On pense au secteur aérien, on pense évidemment à l'ORECA, à tout ce qui est événementiel, au tourisme, etc., etc. Et puis aussi, parce que, comme je vous l'ai dit, nous craignons, nous pensons que les ménages et les entreprises ont, en raison du confinement et en raison des perspectives qui ne sont pas les plus roses, ont modifié et vont continuer à modifier leur comportement de consommation et d'investissement. Et ça, évidemment, ça a aussi un effet macroéconomique. Ça auto-entretient les difficultés économiques qui font que l'économie a du mal à retrouver son niveau d'avant-crise. Et vous le voyez que pour les États-Unis, nous pensons que dans notre scénario actuel, le niveau d'activité pourrait revenir à celui d'avant-crise vers la fin de l'année 2022. Et en zone euro, ce serait plutôt à la fin de l'année 2023. Alors vous allez dire, ça c'est quand même très pessimiste. Donc on est sur 21, 22, 23, 3 ans avant de revenir au niveau d'avant-crise, donc 12 trimestres, c'est énorme. Je voudrais simplement mettre ces choses en perspective. D'abord, regardez par rapport à la Belgique ici. Vous avez la crise de 2001, la crise de 2008 et la crise actuelle mis en parallèle en prenant au niveau 100 à chaque fois le niveau de l'activité économique au sommet du cycle, si vous voulez, juste avant la première contraction du PIB. Dans le cas présent, le trimestre zéro est effectivement le dernier trimestre 2019. Donc vous voyez en bleu le scénario que nous avons pour la Belgique, en orange le scénario qui s'est produit dans la crise financière. Et donc, deux points importants. Premier point, en fin d'année 2020, trimestre numéro 4, le niveau d'activité en Belgique serait toujours relativement au point de départ.
toute proportion gardée, donc relativement au point de départ, nous reviendrions en fin d'année à un niveau d'activité qui serait globalement similaire au niveau d'activité qu'on avait, toute proportion gardée, au pire moment de la crise financière. Donc la perte d'activité en fin de cette année, par rapport au sommet du cycle, serait similaire à la perte d'activité qu'on avait eue dans la crise financière. Mais avant ça, vous le voyez, on a l'énorme gouffre qui est en plus. Alors, deuxième élément, non, on va rester encore sur ce graphique, pardon. Oui, on remonte encore d'un. Voilà. Deuxième élément, la trajectoire ensuite est une trajectoire de lente reprise qui effectivement est plus lente que celle qu'on avait connue en Belgique durant la crise financière. Parce que vous voyez qu'en Belgique, c'est après 9 trimestres qu'on avait retrouvé le niveau d'avant-crise. 9 trimestres. Ici, on est en train de parler de 16 trimestres. Donc, je vais dire, compte tenu de l'ampleur du choc, premier élément, ça ne paraît pas si énorme que ça. Deuxième élément, et là on peut passer au slide suivant, quand on regarde ce qui s'est passé dans la crise financière, la Belgique était un élève exceptionnel en termes de retour au niveau d'avant-crise. Vous voyez que ici, les petits bâtonnets représentent le nombre de trimestres qu'il a été nécessaire pour retrouver le niveau d'avant-crise après la crise financière. La Belgique, 9, je vous l'ai montré. Mais l'Allemagne, on était à 12. Les Pays-Bas, vous voyez, on était à 26. Donc je vais dire, et l'Italie n'a toujours pas retrouvé le niveau d'avant-crise. Le niveau d'activité économique de l'Italie aujourd'hui, enfin avant la crise du coronavirus, était 5% inférieur au niveau de début 2008. Donc, considérer aujourd'hui, compte tenu de l'ampleur du choc actuel, qu'on reviendra à un niveau d'avant-crise après 16 trimestres, ça paraît très long, c'est vrai, mais relativement à ce qu'on a pu connaître et relativement à l'ampleur du choc, ce n'est pas si exceptionnel que ça. Ça va? Alors, avançons maintenant. 2-3 petites parenthèses et puis on va consacrer vraiment à dire et maintenant, hein, est-ce que la zone euro peut survivre à un tel scénario? Mais une petite parenthèse ici, je n'en fais pas, je ne vais pas être trop long par rapport à la question de l'inflation. Donc évidemment, pour le moment, elle ne se pose pas parce qu'on a eu une telle chute des prix du pétrole que ça emmène l'inflation vers le bas et puis on n'en parle plus. Attention quand même, il y a beaucoup de questions par rapport à l'inflation, parce que les ruptures de chaîne d'approvisionnement, le fait qu'il y a une demande très forte pour certains produits, mais pour le moment, ça crée des poches d'inflation locales, je vais dire, locales dans le sens par rapport à certains produits. Ce n'est pas une inflation généralisée, et encore une fois, elle est complètement neutralisée par la chute du prix du pétrole. Mais dans une perspective de moyen à long terme, je pense qu'il faut quand même se poser la question, est-ce que les conséquences de tout ce qui se passe maintenant ne risquent pas d'être en partie quelques pressions inflationnistes? Je dis simplement, pour le moment, c'est un point d'interrogation et de toute façon, pour le moment, la question ne se pose pas puisqu'on est plutôt avec un choc déflationniste par le manque de demande, bien entendu, et évidemment aussi par la chute des prix du pétrole. Oui, je ferme la parenthèse sur l'inflation, je n'irai pas plus loin. Alors maintenant, dernier point, la réponse à la question. Est-ce qu'on sait survivre? Est-ce que la zone euro peut survivre à cette trajectoire d'un gouffre en termes de choc et puis d'une reprise relativement lente, évidemment dans les connaissances actuelles des plans de relance, etc. Hein, bien sûr, tout ça va évoluer en fonction des plans de relance qui sont décidés. Alors, premier élément, le problème d'une crise telle que nous la connaissons actuellement, c'est que, OK, on peut à la limite dire que le choc en lui-même est un choc plutôt symétrique. Il touche toutes les économies de la zone euro. Donc, il ne crée pas de tension entre les pays de la zone euro, entre les composantes de l'union monétaire, à partir du moment où c'est un choc symétrique, puisque ce qui crée des tensions, c'est un choc asymétrique. Ceci étant, le problème, c'est que la phase de reprise, pas la phase du gouffre, le gouffre, il est similaire partout. Mais la phase de reprise,
risque de révéler, elle, risque d'être fort asymétrique, pour différentes raisons. Une première raison, vous l'avez ici sur le graphique. Quand on regarde la part de l'emploi qui, dans les différents pays européens, est un emploi précaire, dans le sens, il faut bien se donner une définition, dans le sens des emplois temporaires, donc de l'intérim, des emplois de l'économie informelle, pour ne pas dire l'économie au noir, des emplois d'indépendants. Alors, ce n'est pas nécessairement précaire, mais on sait bien qu'un indépendant qui n'a pas d'activité va très vite devoir manger ses réserves. Donc, il ne peut pas survivre très longtemps comme ça. Donc, si on additionne ces composantes, on a quelque part la part de l'emploi qui est peut-être plus à risque que le reste, que le solde. Or, on voit que là, on a des parts très, très différentes. Prenez l'emploi dans l'intérim, c'est très différent d'un pays à l'autre. L'économie informelle, c'est très différent d'un pays à l'autre. Donc, la part de l'emploi qui est plus durement touchée par le choc actuel et par le fait qu'on aurait une reprise lente, risque d'affecter davantage certains pays que d'autres et donc de rendre la reprise encore plus lente dans certains pays plutôt que dans d'autres. Et ça risque évidemment de créer des tensions dans l'union monétaire. Premier élément, qui va créer une asymétrie entre pays de la zone euro dans la phase de reprise. Deuxième élément, on peut passer au slide suivant, c'est important, on a évidemment, et je pourrais le faire avec d'autres secteurs, mais ici c'est un secteur évidemment très important, le secteur du tourisme. Le secteur du tourisme pris au sens large, il représente une part très différente de l'activité économique en Grèce ou en Belgique. On sait bien, enfin, c'est très clair de dire ça. Mais on est bien en train de parler, vous le voyez, en Belgique, c'est 5% de l'emploi, en Grèce, c'est 25% de l'emploi. Donc ça veut dire que si le secteur du tourisme a du mal à redémarrer, et il aura évidemment du mal à redémarrer, même si les frontières sont réouvertes, ça veut dire que ça va affecter de manière asymétrique les différents pays. Et donc, ça veut dire que, encore une fois, ça va affaiblir la trajectoire de certains pays plus que d'autres. Et cet affaiblissement dans certains pays plus que d'autres, ça va évidemment, encore une fois, créer des tensions dans l'union monétaire. Et ces tensions, qui représentent quelque part un choc asymétrique cette fois entre les différents pays, eh bien, on sait que c'est toujours un risque pour une union monétaire qui n'est pas dotée, d'un système de transferts fiscaux. Oui. Alors justement, venons-en au nerf de la guerre par rapport à cette tension. Le nerf de la guerre, c'est évidemment que tout ça va se traduire par des tensions énormes, mais asymétriques entre les différents pays au niveau des finances publiques. Et donc finalement, qu'est-ce qu'on va voir ressurgir? C'est la bonne vieille histoire du problème de finances publiques des pays de la zone euro, qui sont dans des situations très différentes, qui vont être dans des situations encore plus différentes compte tenu de ce qui se passe actuellement, mais dans des proportions qui sont tout à fait énormes. À côté de ça, les tensions qu'on a pu avoir au niveau de la métrique, au niveau du chiffrage, des différentes finances publiques des différents pays de la zone euro suite à la crise financière, c'est rien du tout par rapport à ce qu'on est en train de connaître. Pour fixer les idées, je voulais vous montrer cette petite infographie. Pour la Belgique, vous avez, alors il y a beaucoup d'informations, mais vous avez au-dessus les différentes hypothèses que je prends pour faire l'infographie qui est ici en dessous. Ce sont les finances publiques en 2019 et en 2020. Les chiffres 2019, on les a. Les chiffres 2020, c'est évidemment nos attentes par rapport aux hypothèses qui sont dans le petit texte au-dessus. Vous avez le bloc vert qui est le bloc recettes. Ah oui, le problème, c'est que les recettes, c'est la moitié du PIB. Mais quand le PIB se contracte de 6,8% en termes réels, donc grosso modo de 5% en termes nominal, ça veut dire que les recettes pour l'État se réduisent aussi de 16,4 milliards d'euros. Uniquement par le fait que le PIB s'est réduit.
que l'État ponctionne 50% du PIB. En plus, en raison de la progressivité de l'impôt, en fait, ce pourcentage risque de s'affaiblir un petit peu. C'est pour ça que je passe de 50,3 à 49,5. Mais ça, ce n'est pas le gros du truc. Le gros du truc, c'est le fait que le PIB se contracte énormément. Deuxième élément, évidemment, il y a la facture de la crise. Aujourd'hui, en réaction à une question, le ministre des Finances a parlé d'une facture de l'ordre de 13 milliards d'euros pour le moment. Bon, ben, vous voyez, c'est déjà ce que moi j'avais implémenté dans ma maquette. Donc les dépenses de l'État passeraient de 238 milliards à 251 milliards, donc une augmentation de 13,3 milliards d'euros cette année, sous l'hypothèse que vous avez au-dessus que les dépenses courantes augmentent de 6,4%, ce qui est grosso modo le double de ce qu'on a habituellement. Évidemment, compte tenu de toutes les dépenses qui sont faites en termes de chômage temporaire et autres. Après, heureusement, la charge d'intérêt continue à baisser grâce au taux très bas. Bon. Quand on met tout ça ensemble, vous voyez qu'on se retrouve avec un déficit budgétaire de 37,7 milliards d'euros selon nos prévisions. Vous avez vu dans les médias qu'une autre banque est venue avec 46 milliards. C'est simplement parce qu'il y a d'autres hypothèses. Il y a un chiffre de contraction du PIB qui est plus important que le nôtre. Mais pour le reste, tout est consistant, je veux dire. Après, ça dépend des hypothèses que vous mettez. Et donc, vous êtes quand même dans des déficits qui sont tout à fait extraordinaires. Hein. 8,5%, c'est du PIB, c'est tout à fait énorme. Hein. 46 milliards, on passe les 10% du PIB. Je veux dire, on est quand même dans des choses d'une ampleur énorme. Okay. Alors évidemment, ces milliards, ben, l'État ne les a pas, il doit les emprunter. Donc, la dette va largement augmenter et le ratio de dette sur le PIB de la Belgique, comme des autres pays, va aussi fortement augmenter, puisque la dette augmente, mais le PIB diminue. Et donc, alors, j'en reviens maintenant à mon problème de stabilité de la zone euro. Vous voyez ici le chiffre de 2019 des ratios de dette sur PIB des différents pays de la zone euro. Vous voyez à quel point on a des différences. Alors, on ne va même pas prendre les cas extrêmes. Le Luxembourg, l'Estonie, non. On va prendre, regardez, l'Allemagne, la Finlande, les Pays-Bas. Vous êtes entre 50 et 60% de dette sur PIB. C'est-à-dire, tout va bien dans ces pays-là. Vous avez, je vais dire, ces pays-là, il est très clair que pour eux, augmenter avec le niveau des taux actuels, augmenter le taux d'endettement de 10 points, voire même de 20 points, n'est pas vraiment un problème. Par contre, pour des pays tels que l'Espagne, la France, la Belgique, le Portugal, l'Italie, quand vous partez d'une situation où vous flirtiez déjà avec les 100% de taux d'endettement, augmenter 10 à 20 points est évidemment un élément sur lequel on peut se poser des questions. Je ne dis pas que c'est infaisable, certainement au niveau de taux actuel, mais il y a un poids de la dette qui est quand même important. Et surtout, puisque c'est le point d'aujourd'hui, du séminaire d'aujourd'hui, ça ne va que alimenter la différence qui existe entre les différents pays. Et donc alimenter les tensions entre les différents pays de la zone euro. Oui, on peut avancer. Voilà. Alors, ça se traduit comment? Ça implique quoi? Mais ça implique évidemment que le risque, c'est que les primes de risque associées aux différents pays ne s'envolent à nouveau. Alors, moi, j'aime bien toujours montrer ce graphique qui représente les primes de risque par rapport au taux d'emprunt de l'État allemand des différents pays de la zone euro. Parce qu'en fait, vous pouvez tenir tout un séminaire avec ça, vous pouvez tenir tout un cours avec ça. Vous pouvez raconter toute l'histoire de la zone euro rien qu'avec ce graphique. Vous voyez des spreads, donc des primes de risque qui étaient très élevées avant l'introduction de l'euro, parce qu'il y avait un risque de change. Puis vous avez toute la belle période de fonctionnement de la zone euro. Puis vous avez la crise de l'endettement, à partir de 2010-2011. Avec le risque d'éclatement de la zone euro, toutes les actions qui ont été mises en œuvre, vous pouvez y voir le moment où la Banque centrale européenne rentre dans la bataille. C'est à partir de là que ça commence à diminuer. Et puis vous voyez en toute fin
vous voyez que les spreads la première réaction des marchés a été que les spreads de crédit des pays de la zone euro ont commencé de nouveau à réaugmenter. Et ça, ce n'était rien d'autre que l'expression de ce que je viens de dire juste avant, c'est-à-dire de tensions inévitables qui existent entre les pays de la zone euro parce que la reprise sera asymétrique. Et donc se repose la question de la cohésion de la zone euro, puisque c'est une union monétaire, sans qu'il n'y ait de mécanisme de transfert qui permet d'aider les plus faibles à partir de l'argent des plus riches, soyons clairs. Ça n'existe pas. Il y a bien les fonds structurels, mais enfin, c'est très peu et c'est au niveau européen, ce n'est pas au niveau de la zone euro. Il n'y a pas d'impôt européen, etc., etc. Donc évidemment, les mêmes questions refont surface dans un autre monde, évidemment, parce qu'il y a plein de mécanismes qui ont été mis en place. Il y a plein de garde-fous qui ont été mis en place. Il y a l'ESM, le mécanisme de prêt européen. Il y a la Banque centrale européenne qui est à fond dans la bataille. Donc, heureusement, on est dans un autre monde. Si on n'avait pas ces instruments-là, le coût de financement de la Belgique serait bien plus élevé qu'il ne l'est aujourd'hui. Mais malgré ces instruments, on voit que le stress revient un petit peu. Oui, slide suivant. Alors, on voit par ailleurs, et je vais me centrer juste sur le graphique de gauche ici, que si je regarde uniquement le dernier mois, vous voyez que les primes de risque par rapport à l'Allemagne ont baissé. Donc, le graphique précédent n'était pas suffisamment précis. Il y a eu une première réaction où les spreads de crédit ont augmenté, et maintenant, depuis les dernières semaines, ils diminuent. Pourquoi? Tout simplement parce que la BCE, la Banque centrale européenne, est encore une fois à fond dans la bataille, avec les 120 milliards de PSPP, avec les 750 milliards de PEPP, donc, où la Banque centrale achète des obligations sur les marchés, donc elle pousse la demande vers le haut et donc le rendement des obligations vers le bas. Et de cette manière-là, elle maintient un coût de financement pas identique entre les pays, mais artificiellement proches les uns des autres. Parce que s'il n'y avait pas ça, je peux autant vous dire qu'on aurait de sacrées différences de coûts de financement entre les différents pays de la zone euro, parce que derrière, il y aurait la crainte de tensions sur l'union monétaire en raison de cette évolution asymétrique. Donc aujourd'hui, on en est où? On en est dans une situation où il faut bien accepter le fait que la reprise va être asymétrique pour les raisons que je vous ai exposées et ce point de départ des finances publiques qui est très différent d'un pays à l'autre. On a un élément qui neutralise les conséquences potentielles de cette asymétrie. Et ce mécanisme, c'est la BCE, qui par ses achats massifs contraint les primes de risque des différents pays de la zone euro par rapport à l'Allemagne et maintient un coût de financement faible. Mais je pense qu'il faut bien être conscient de ce que ça représente. C'est ces achats qui nous permettent aujourd'hui d'avoir une discussion dans les médias sur un plan de relance. Si on n'avait pas ça, vous oubliez toute idée de plan de relance. Il faudrait commencer de l'austérité. Parce que le coût de financement de la Belgique serait en train dangereusement d'augmenter. Donc c'est une pièce tout à fait essentielle. Est-ce qu'on a plus que ça? Et alors on peut avancer dans les slides. Donc ça, ce sont les mesures de la BCE. Je vous les ai mis pour que vous avez comme ça le catalogue de tout ce qui est fait. Je ne vais pas trop les détailler, mais vous avez compris le principe. Slide suivant, par ailleurs, ces mesures, ce n'est pas que des achats sur les marchés, c'est aussi des actions plus spécifiques pour assurer le financement de l'économie qui passe par les banques. Et donc, on a des mesures très intelligentes qui ont été mises en place. On a beaucoup critiqué, enfin, d'autres ont beaucoup critiqué la BCE en disant « mais elle n'a pas baissé les taux ». C'est faux, elle a baissé ses taux. Mais elle a baissé les taux, il fallait. Et donc, ça, vous avez ici le détail sur ce slide, mais je n'ai pas le temps parce que je voudrais prendre quelques questions, donc je n'ai pas le temps de détailler. Donc, on a ce mécanisme, cette BCE qui neutralise l'impact potentiel de cette asymétrie et donc qui nous permet d'avancer, de faire de la relance avec un coût de financement qui est faible. Cette politique, elle risque, elle n'est pas neuve, elle a simplement connu un gros coup d'accélérateur avec la crise actuelle.
Ça fait plusieurs années que la BCE le fait. Vous le savez, il y a 2 semaines, la Cour constitutionnelle allemande a un peu jeté un pavé dans la mare en disant moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, attention, hein, ce n'est pas acquis. Ce n'est pas qu'il faut raisonner comme ça en disant oh, ben, de toute façon, la BCE va continuer à acheter. Il y a des gens qui sont contre ça et qui le font savoir et qui y trouvent même une justification juridique. Donc, soyons quand même modestes et prudents dans les grands plans de relance. Tout ça est conditionné au fait qu'on a ce mécanisme de neutralisation qui continue. Et deuxième élément, slide suivant, on a une nouvelle initiative qui va connaître un nouveau développement demain, puisque la Commission va essayer d'apporter une synthèse par rapport aux différents avis. On a manifestement enfin l'idée d'une véritable solidarité avec des transferts entre les différents pays pour contrer l'asymétrie dans la relance. C'est la fameuse initiative Merkel-Macron, les 500 milliards dans le budget européen, qui ne sont pas des prêts, mais qui seraient des dons. Donc là, on est vraiment dans un mécanisme de transfert fiscal, je vais dire. Donc ceux qui vont payer ne vont pas nécessairement être ceux qui vont en profiter. Ça, c'est évidemment quelque chose qui peut changer la donne pour contrer cette asymétrie dans la relance, pour soulager l'asymétrie dans les finances publiques. Mais, comme il y a des opposants au système de la BCE, il y a des opposants à ça. Et donc, on va voir, vous savez, les Pays-Bas, les 4 frugaux, hein, les Pays-Bas, l'Autriche, les 2 autres, je ne me rappelle plus, Suède et Danemark. Voilà, qui sont contre cette idée et qui ne veulent pas qu'on entre là-dedans, dans cette espèce de mutualisation de dette, puisque ce serait la Commission qui émettrait la dette. Et qui serait les pays seraient collectivement responsables. Donc, encore une fois, soyons modestes. Enfin, je vais dire, donc, la capacité, et ce sera le mot de conclusion par rapport, et après on en viendra aux questions, mais la capacité de la zone euro à survivre un choc d'une telle ampleur, qui va probablement, selon notre analyse actuelle, mener à une reprise lente, avec asymétrie entre les différents pays et avec une question très importante sur la stabilité, la soutenabilité des finances publiques, la capacité à passer le cap pour la zone euro, elle existe. Ça, c'est la bonne nouvelle. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je pense qu'il y aura un forum financier qui sera consacré aux mécanismes par lesquels la Banque centrale européenne peut neutraliser de manière temporaire ou permanente les achats qu'elle fait. Donc, OK, donc, mais simplement, croyez-moi sur parole pour le moment, effectivement, on peut neutraliser pour longtemps cette dette qui est générée par ce qui se passe. Donc, le mécanisme existe au niveau de la Banque centrale. On voit bien qu'il y a une volonté au niveau européen d'avancer vers une solution qui est clairement la solution, qui est d'avoir vraiment une véritable politique européenne de relance, coordonnée par un fonds commun, qui n'est pas un prêt, mais qui est un don. Donc les instruments existent. Donc là, on peut vraiment être optimiste par rapport à ça. Et en plus, il y a plein de projets. Il ne faut pas oublier quand même que la nouvelle commission a été installée sur l'idée d'un Green Deal. Donc, je veux dire, il y a plein de projets, je veux dire, avoir des champions industriels européens, etc., etc. Donc, les instruments sont là. Mais il faut bien comprendre que ce n'est pas des instruments qui sont donnés. Ce sont des instruments qui font aussi l'objet de discussions et il y a une farouche opposition à ces mécanismes. Et ça, c'est la partie clairement moins optimiste. Il va falloir vraiment faire un grand pas politique pour qu'on trouve un consensus au niveau de la politique monétaire et au niveau de la politique budgétaire européenne pour pouvoir continuer à activer ces instruments. Pour l'instant, ils sont activés dans le cadre de la crise. Mais après, dans cette phase de reprise, il faudra, si on n'arrive pas à trouver un consensus là-dessus, alors malheureusement, la zone euro n'arrivera pas à passer au-dessus de ça. Parce que c'est clairement pas avec un nouveau
train de mesures d'austérité, certains pays ne l'accepteront pas. Rappelez-vous ce qui s'est passé avec la Grèce, avec ce jeu de poker menteur avec Varoufakis, Tsipras et la Troïka. Au tout dernier moment, la Grèce a dit « Ok, ça va, je me soumets au plan ». Je suis certain que si la question devait se reposer maintenant pour l'Italie, par exemple, compte tenu de ce qu'ils ont connu, du drame qu'ils ont connu, ils diraient « Stop, ça suffit, on s'en va ». Donc, il y a vraiment un élément politique très important, il y aura un cap à passer, mais les instruments sont là. Là, on peut être relativement optimiste. Voilà, je vous remercie. Ça, ce sera le mot de conclusion par rapport à mon propos. Alors, pour optimiser le temps, donc je propose peut-être d'abord de passer très rapidement en revue les questions qui nous sont parvenues, je vais dire, avant même le séminaire. Et puis ensuite, je regarderai rapidement les différentes questions qui nous sont parvenues. Alors, par rapport aux premières questions, il y avait une question, est-ce que l'économie de la zone euro n'est pas devenue trop dépendante de la BCE? Je pense vous l'avoir expliqué. Oui, oui, c'est une pièce essentielle de laquelle on ne peut pas se passer. En tout cas, de laquelle certains pays ne peuvent pas se passer. L'Allemagne peut tout à fait s'en passer. L'Allemagne n'a pas besoin que la BCE achète sa dette. Les Pays-Bas non plus. Je vous l'ai montré. Mais d'autres pays sont totalement dépendants de ça. Alors, à la limite, dans le cas de la Belgique, ça se discute encore parce que comme on a une épargne importante, l'épargne des Belges pourrait financer, donc le patrimoine des Belges pourrait financer la dette de l'État, mais probablement à un coût plus important. Donc il y aurait une espèce de nécessité d'avoir un taux d'intérêt plus attractif pour que les gens choisissent d'investir dans la dette belge. Donc attention. Mais pour un pays comme l'Espagne, alors l'Italie c'est un peu tangent encore, mais pour un pays comme l'Espagne ou encore une fois la Grèce, ces pays n'ont pas la capacité. Donc ils ont besoin de ces achats. Sinon les taux s'envoleraient. Donc oui, nous sommes quelque part un peu dépendants. Et alors il y avait une sous-question par rapport à la question des marchés que je pense avoir revu encore une fois ici. Alors effectivement, moi je pense, je vais faire bref parce que il y a beaucoup de questions à laquelle je voudrais revenir. Mais, donc je vais être assez direct, mais je pense effectivement qu'aujourd'hui, les marchés tablent sur une reprise, sur un profil de reprise plus rapide que celui que je vous ai présenté. Sinon, je ne comprends pas très bien le comportement des marchés boursiers. Et deux, je pense qu'effectivement, les marchés sont dans l'optique où les mécanismes que je viens de vous présenter, donc la neutralisation par la politique monétaire et la solidarité européenne, dans le cas européen, ces mécanismes sont garantis quelque part. On est sûr que c'est ça qui va se passer. Et là, je pense qu'il faut quand même faire attention parce que politiquement, on n'est pas encore là. Donc, il y a quand même des risques, mais sur le profil de reprise, là, je pense qu'effectivement, il y a une trajectoire qui est relativement différente. Deuxième question qui nous était parvenue, la question de la monétisation de la dette. Je l'ai dit également, attention, ça devient très vite technique, que vous monétisiez la dette à la Banque centrale. Donc l'idée, ce serait que la Banque centrale achète un perpétuel émis par les pays de la zone euro à un taux zéro. Et donc elle achète ça pour X milliards d'euros. Et puis voilà. Mais en fait, et donc elle garde ça ad vitam aeternam dans son bilan. Et les pays ne doivent jamais rembourser cette dette. Donc c'est neutralisé ad vitam aeternam. Oui, c'est une possibilité, probablement très difficile à accepter pour certains pays, mais quelque part, si vous avez en même temps une banque centrale qui continue d'acheter des actifs sur les marchés financiers, et puis qui, même le jour où elle arrête d'en acheter de nouveaux, elle dit, mais moi je réinvestis toutes les obligations que j'ai en portefeuille qui viennent à échéance, ça revient strictement au même. Alors on peut dire, oui, mais enfin, les pays doivent payer quand même un taux d'intérêt, aussi faible soit-il. Oui, mais ça génère un bénéfice à la BCE, et le bénéfice de la BCE est redistribué aux États membres selon la clé de répartition, c'est-à-dire que finalement, les pays retrouvent, avec des petites différences, mais selon la clé de répartition du capital de la BCE, retrouvent l'intérêt qu'ils ont payé.
Hein. Bon, l'Allemagne s'y retrouve un peu plus que d'autres parce qu'ils payent un taux d'intérêt très bas et ils reçoivent dans la clé de répartition un montant plus élevé. OK. Mais mis à part ça, un perpétuel ou des emprunts à 2%, mis à part une redistribution entre les différents pays de la zone euro, et à la limite, si c'est le prix à payer à l'Allemagne pour qu'ils acceptent, moi, ça ne me dérange pas. C'est kiff-kiff, si vous voulez. Là, simplement, un perpétuel, c'est fixé dans le marbre que jamais on ne remboursera quoi que ce soit. Mais bon, s'il y en a qui sont contre ça, et qu'on a une solution alternative qui revient au même, pas de problème quelque part. Euh, alors, il y avait une question sur la question, oui, mais est-ce qu'il ne faudrait pas changer de paradigme? Est-ce que cette relance ne doit pas être sur d'autres bases? euh, Encore une fois, je vais être très direct dans ma réponse par manque de temps. Je pense qu'il faut faire attention avec ça. Euh, et je dois dire, je ne suis pas pour le communisme. Hein, je suis pour la liberté des individus. Et donc, je ne suis pas pour une économie dirigée. Je préfère le dire. Hein. Donc, mon propos est forcément subjectif parce que je crois en la liberté du choix individuel du consommateur et de l'entrepreneur. Et donc, je crois que fondamentalement que l'économie doit aussi trouver son chemin. Et donc, je lis comme vous beaucoup de choses sur le monde de demain, avec des plans signés par 3000, par 10 000 universitaires. Je trouve ça très bien. Après, comment est-ce qu'on implémente ces choses-là? Vous n'avez pas 36 manières. Soit vous mettez en place des conditions propices à ce que l'économie trouve son chemin, soit vous avez un mode beaucoup plus dirigiste et vous dites, ben non, l'économie doit faire ceci, doit faire cela. Et généralement, en toile de fond de ces belles cartes blanches sur le monde de demain, c'est bien ça qui est en jeu, c'est d'avoir un monde beaucoup plus dirigiste, où on dit ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Donc c'est un peu le marteau et la faucille. Hein. C'est de dire, voilà, il faut, hein, ce qui est important dans une économie, c'est le forgeron et l'agriculteur. Et je ne suis pas pour ça. Donc mon propos est forcément subjectif par rapport à ça. Donc, je vous l'ai dit, il y a d'énormes opportunités qui étaient déjà en place. On n'a pas attendu la crise du coronavirus pour avoir un Green Deal. Les entreprises n'ont pas attendu la crise du coronavirus pour se poser des questions sur la durabilité de leur activité. Je suis beaucoup en contact avec des entreprises. C'est le seul sujet de discussion dans les entreprises. C'était déjà avant la crise. Et donc, si vous voulez, il ne faut pas prendre la crise comme prétexte pour dire mais non, il faut faire complètement différent. Ah, maintenant on y est. Et tout ceci ne fait que révéler la crise d'un système et il en faut un autre. C'est faux. Cette crise, personne ne l'a voulu. Et nous la subissons tous. Et ça ne doit pas être utilisé comme prétexte pour faire tabula rasa. Cette crise va être un accélérateur d'une série de tendances qui préexistaient, ça c'est vrai. Et pour le reste, qu'on en profite pour accélérer des investissements par rapport à des choses qui étaient déjà dans les cartons, très clairement, allons-y. Mais qu'on en profite pour mettre à terre une économie qui a un genou à terre, là, je ne suis pas d'accord. Et concrètement, malheureusement, toutes les belles chroniques que vous voyez sur le monde de demain, c'est essentiellement ça qu'elles ont en toile de fond. C'est profitons du fait que l'économie a un genou à terre pour la mettre par terre et pour reconstruire quelque chose comme je voudrais que ce soit. Je ne crois pas en ça. Ça va? Il y a aussi des questions dans le chat actuel concernant l'évolution des taux à long terme, très, très brièvement. Oui, je dirais fondamentalement, donc, aussi longtemps que la BCE et que les banques centrales ont bien un accord implicite où il y a un consensus pour continuer à neutraliser je vais dire, l'impact sur les finances publiques, donc en achetant massivement des actifs, pour maintenir des taux bas, pour soutenir l'économie, aussi longtemps qu'on a ce consensus, la crise actuelle va les pousser à le faire très très longtemps. Et donc les taux d'intérêt de long terme vont rester très longtemps très bas. À ce niveau-là, je pense qu'il faut être clair. Alors, il y a deux bémols à ce que je viens de dire. Le premier bémol,
ce n'est pas parce que les taux sans risque restent très bas que tous les taux restent bas. Parce que la crise actuelle génère évidemment une augmentation des primes de risque. Ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Donc on pourrait avoir sur des taux longs certains taux qui augmentent, mais pas parce que le taux sans risque augmente, mais parce que la prime de risque est réévaluée. Il faut faire attention à cet élément-là. Le deuxième bémol que je voulais souligner, j'en ai un tout petit peu parlé, c'est évidemment le risque que dans l'accélération de certains phénomènes qu'on observait déjà, et cette accélération liée au coronavirus, donc dans ce monde de demain, on voit une accélération, on risque de voir une accélération en matière de commerce international et donc de déglobalisation qui était déjà en route depuis Trump, j'ai envie de dire. Cette déglobalisation risque quand même de générer plus de pression inflationniste. Et plus de pression inflationniste pourrait, plus long terme, mais ce n'est pas du tout implémenté actuellement dans les anticipations, mais ça pourrait un jour générer quand même un peu plus d'inflation et donc des taux qui remontent un petit peu. Mais ce n'est pas du tout d'actualité compte tenu de la crise actuelle. Donc, conclusion, les taux longs risquent de rester très bas. Attention cependant, il faut bien savoir de quel taux on parle parce qu'il y a les primes de risque qui peuvent jouer. Bien sûr. Si j'ai encore 2 minutes pour reprendre, une ou deux questions. Il y avait une question importante, je trouvais importante sur la question de l'épargne des Belges. Est-ce que l'épargne des Belges est-ce qu'elle pourrait être mobilisée pour financer la relance? Mais en fait, il y a une erreur de logique dans cette question, mais que j'excuse entièrement parce qu'elle est très commune. Il ne faut pas oublier que l'épargne des Belges est déjà mobilisée, puisque l'argent que vous déposez est utilisé par les intermédiaires financiers que sont les banques. Les banques doivent faire quelque chose de ces liquidités, et massivement, elles achètent notamment des obligations d'État. Donc finalement, avec votre épargne, indirectement, vous financez les dépenses que l'État doit faire et les nouvelles dépenses qu'il pourrait faire dans le cadre d'un plan de relance. Donc, c'est déjà utilisé. Maintenant, ça peut être utilisé d'une autre manière. On pourrait, comme je vous l'ai dit, on pourrait dire l'État pourrait émettre un emprunt d'État à destination du grand public. Mais je trouve que ce serait ridicule parce qu'au final, il faudrait probablement que l'État propose un taux d'intérêt un peu plus attractif que le niveau actuel. Et pourquoi est-ce qu'il faudrait payer plus cher alors que vous avez des institutionnels et donc des banques qui sont prêtes à financer l'État à un taux quasi zéro? Pourquoi est-ce qu'il faudrait proposer 1% de taux d'intérêt aux particuliers? Ça ne ferait qu'une redistribution à l'envers. Ça redistribuerait des moyens de l'État des gens qui payent des impôts vers les gens qui ont un patrimoine. Je trouve ça ridicule. Aussi longtemps que l'État arrive à se financer à taux zéro sur les marchés, n'utilisons pas l'épargne à financer un emprunt d'État qui devrait probablement être émis à du 1%. C'est ridicule. Par contre, effectivement, on pourrait utiliser l'épargne des Belges dans du capital plus à risque. Parce que ça, les banques, elles ont aujourd'hui plus de mal à prendre des participations, et souvent elles ne le peuvent pas, et ça consomme énormément de capitaux propres, à prendre des participations dans des entreprises. Ça, c'est différent. Alors on pourrait dire, mais le grand public pourrait prendre des participations avec son épargne. Mais attention, il faut bien comprendre que ça, c'est demandé aux particuliers qui manifestement a juste envie de bien gentiment mettre son argent sur son compte d'épargne parce qu'il a peur du risque, c'est lui demander de prendre des risques. Et donc ça, ok, si je suis une banque et que je dis ça, je vais avoir dans l'heure la FSMA qui me téléphone en disant « attendez, est-ce que vous êtes conscient que vous êtes en train de demander aux gens de prendre des risques qu'ils n'ont peut-être pas envie de prendre ?» Bon, si c'est l'État qui le fait et qui propose ça, peut-être, mais donc attention, l'épargne des Belges est déjà mobilisée. Voilà. Et alors peut-être une toute dernière question. Oui, c'est comment les opposants justifient-ils leur position? Tous les pays en sortiraient-ils gagnants? C'est une question importante parce qu'effectivement, j'aurais tendance à dire que... Alors, deux choses. Un,
les 4 frugaux justifient leur position en disant ben, ça, vous n'aviez qu'à mieux gérer vos finances publiques avant. Puisque nous, les Pays-Bas, avec 50% de taux d'endettement, ben, pas de problème, on fait un plan de relance de 20 points de PIB, ça nous amène toujours qu'à 70% de PIB. Où est le problème? Donc, voilà, vous n'aviez qu'à faire mieux avant. Tout ceci n'est rien d'autre que la conséquence de vos bêtises d'avant. Ça, c'est leur position. Oui, il faut comprendre aussi cette position. Il faut accepter qu'effectivement, on n'est pas en position de force à ce niveau-là. Ceci étant, le deuxième point, c'est de dire est-ce que c'est un argument suffisamment fort que pour dire ben, tant pis pour vous, et vous allez connaître une grave crise économique qui va probablement percoler sur ces fameux pays. Je dirais que compte tenu de l'ampleur du choc, ça mérite réflexion. Je pense qu'il y a 2 éléments qui pourraient aider à trouver un consensus. Et on verra demain la proposition de la Commission. Le premier élément, je pense qu'on pourrait, à moindre coût, leur donner un incitant financier. En disant, par exemple, OK, on émet une dette commune, mais certains pays payent un taux d'intérêt légèrement plus élevé que d'autres. Sachant probablement, et on l'a très bien vu, que les investisseurs institutionnels seraient extrêmement friands de toute dette commune européenne. Donc ça veut dire que ça va se faire à un taux très bas, mais que, à la limite, on paye une espèce de prime d'assurance aux Pays-Bas et à l'Autriche pour qu'ils soient contents, pour qu'ils en aient un petit intérêt financier. Quelque part, pour un pays comme la Belgique, on s'y retrouverait encore. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas créer une espèce de système en disant ben oui, c'est vrai, nous mettons nos pays faibles parce qu'il faut le dire comme c'est. La Belgique est devenue en termes de finances publiques un pays faible, au même titre que l'Espagne, que la France ou que l'Italie. Donc, nous mettons sous votre protection, vous, pays forts, en termes de finances publiques, en termes de finances publiques. Nous mettons sous votre protection et donc nous payons une prime d'assurance pour ça. Ça serait peut-être une première piste. Et la deuxième piste, je pense qu'effectivement, on ne pourra pas passer à côté de la case où on doit, à un moment ou à un autre, prendre à bras-le-corps le problème des finances publiques dans les pays faibles. On ne pourra pas passer à côté. Il faudra, à un moment ou à un autre, qu'on s'engage fermement à mettre de l'ordre dans les finances publiques. Ça je pense que c'est... Et si on avait ces 2 éléments, peut-être qu'il y a moyen d'avoir une espèce de consensus. Mais il faut aussi comprendre, malgré tout, je pense qu'il y a un côté un peu cynique à la position des 4 frugaux, mais ceci étant, il faut aussi les comprendre. Ces pays se sont parfois par le passé très fortement serré la ceinture. Vous l'avez vu, après la crise financière, les Pays-Bas ont mis plus de 20 trimestres à revenir au niveau d'avant-crise. Nous n'en avons mis que 9. Et pourquoi? Parce qu'ils se sont beaucoup plus serré la ceinture, parce qu'ils ont fait attention à leurs finances publiques, parce qu'ils ont modifié des règles en matière de cadeaux par rapport à la déduction des emprunts hypothécaires, qui a provoqué d'ailleurs une crise sur le marché immobilier. Donc, ils ont fait de l'austérité que nous n'avons pas fait. Et donc, si vous voulez, il faut aussi comprendre la position de ces pays. Donc, je pense qu'il est normal qu'on donne aussi quelque chose en échange à ces pays. Voilà, je pense qu'on a dépassé de 11 minutes. Je suis désolé, on n'a pas su répondre à toutes les questions. Pas de problème, pas de problème. Voilà. Il y avait pas mal de questions qui étaient reçues à l'avance et qui étaient un bon système aussi. C'est toujours difficile de trouver un équilibre entre ceux qui posent les questions en direct et ceux qui le posent un petit peu à l'avance. Je vous signale qu'il y a également un webinaire qui sera donné par le professeur Éric Dor et sera lieu le 10 juin à 13 h et ce sera spécifiquement sur la réponse des banques centrales avec la question, une sous-question, faut-il monétiser les nouvelles dettes? Donc il y a quelques questions que j'ai vues dans le chat qui trouveront encore une réponse beaucoup plus ciblée le 10 juin. Il me reste à vous remercier tous pour votre présence, votre fidélité pour pas mal d'entre vous. Et je vous encourage à manifester votre appréciation en suivant ce lien. Vous recevrez demain un email avec ce lien, le lien vers les slides que vous pouvez également télécharger.
Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de soirée et surtout, surtout de continuer à bien vous porter.